الشعب اللي تمشى بالحفا عالشوك عجلي وعلى النار. بن بولعيد واسمو مصطفى علي لابوانت وبدي عمر. القصبة ما زالها واقفة وما زالوا عساس الدار، ما زالها سعلة السقيفة وما زالها حرمة الجار. أنا يا بلادي راني عارف هما ما كانوش عارفين، دهشوا نهار علي ما توقف، احنا عادتنا نموت واقفين. نموت على النيل والشرف، نموت على الوطن والدين، علمنا بلا ريح يرفرف، احنا هما الجزائريين. أنا يا بلادي على بالي هما ما كانوش فاهمين، حبوا يديو البلاد ديالي حسبونا ماناش قادرين. فكتهم حسيبة بنبوعلي الجميلة تونسى الأخرين، من حقك يا الجزائر تولولي ولدي نساو رجال حرين. أنا يا بلادي سمحيلي ما قدرتش نذكرهم كاملين، واش نذكر واش نخلي شهداء رواحهم طاهرين، مازالهم في قلبي وفي بالي، ربي يرحمهم اجمعين. والقصبة مازالها ديالي وسط الدار والعرس واقفين. معليش يا القصبة وريلهم قرصان رياس وساطيل، على عروج وخير الدين احكي لهم، وفهم الناس اللي جاهلين باللي الجزائر ماهيش ليهم ولادها مازالهم عايشين في وسط الناس. كيفاش تعرفهم في الشدة ديما متحدين، باللي الجزائر ماشي ديالهم ولادها مازالهم عايشين في وسط الناس. كيفاش تعرفهم في الشدة ديما متحدين. خوتي خواتاتي مساء الخير، مرحبا بكم في جزائر هوب. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur Jazair Hope. Et je remercie M. Jacob Cohen d'avoir accepté notre invitation pour la deuxième fois. C'est un plaisir. Pour parler d'un sujet qui a été annoncé hier. Donc le sujet, comme je l'ai annoncé sur l'Algérie, c'est des menaces qui maintenant sont permanentes et récurrentes. Il y a même passé une information qui est tombée où par Tel Aviv entre les services secrets du Mossad et de la France. Donc, avant, je voudrais passer une petite vidéo qui parlait du même sujet, d'une autre réunion à Tel Aviv qui s'est passée en 2018 et qui a été faite par un ex-diplomate algérien, un moudjahid ex-diplomate algérien. Je passe la petite vidéo et je vous donne la parole.
un groupe d'officiers de l'OTAN précisant que sa tenue dans la capitale de l'État sioniste n'était pas fortuite. Pourquoi ce choix de Tel Aviv n'était pas le choix par hasard? Parce qu'il peut considérer que l'entité sioniste était celle qui était la plus en avance dans le domaine de l'informatique et de la cybernétique. Il est donc normal de tenir cela. De motiver Israël, principal agent de diffusion de cette guerre. Et je crois que comme la première de ses priorités, non pas la Palestine, mais l'Algérie. Nordine Doudi a précisé que concernant l'Algérie, cette guerre non conventionnelle, l'encerclement de notre pays par des pays voisins hostiles. Encercler l'Algérie, de créer une situation d'encerclement. J'ai déjà parlé du Maroc, parlé de la frontière est, de cela, et en application de cette Israël a commencé après avoir lancé une politique. Il a commencé à voir comment prendre comme cible l'Algérie sont les meilleurs moyens pour attaquer les Français. Passer outre la distance aux frontières de l'Algérie. Le diplomate a évoqué. Donc, Monsieur Cohen, on rentre de plein pied dans le sujet. Donc, Oui. ce que je disais, donc il y a eu la semaine dernière la semaine dernière une réunion. Ce que je viens de montrer, il date de 2018. Donc, on parle de réunions récurrentes entre les trois parties. Et la question qui se pose, bon, on peut comprendre que c'est un peu normal, on peut comprendre que le Maroc il se soucie de la politique avec l'Algérie, mais la question, pourquoi à Tel Aviv, étant donné la distance, est-ce qu'on peut dire que c'est le centre où on les appelle comme on veut? Oh, je crois que, bon, il y a certainement une hiérarchie. C'est-à-dire que entre les services secrets israéliens et marocains, on ne peut pas dire qu'ils jouent à égalité. Ils jouent pas dans la même division. C'est-à-dire que, bon, tout le monde sait que le Mossad est un des plus performants services de renseignement au monde. Il fait jeu égal avec la CIA, etc. Donc, il y a quand même une espèce de hiérarchie. Le fait qu'ils se réunissent à Tel Aviv, je suppose qu'ils doivent se réunir une fois à Tel Aviv, une fois au Maroc quelque part. Mais en fait, c'est une façon aussi, disons, d'installer la capitale économique israélienne, la grande ville israélienne, comme centre de décision, comme centre de rencontre. C'est-à-dire le fait d'aller là-bas, c'est quand même, vous savez, par exemple, prenons, tout à l'heure j'ai fait une vidéo sur l'impossible paix avec l'entité sioniste. Bon, et j'ai dit que l'Égypte entretient une paix froide avec le régime, avec l'entité sioniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pratiquement pas de visites en dehors de vraiment des visites nécessaires, indispensables. Mais sinon, il n'y a pas de visite d'officiels égyptiens en Israël. Donc, le fait de se rendre à Tel Aviv, ça veut dire quand même une espèce de reconnaissance, voilà, que ça devienne une normalité, que ce pays a une normalité, qu'il a une existence légitime. Donc, il installe sa légitimité, le fait d'y aller, voilà.
Mesdames et messieurs, je m'excuse, j'ai fermé ma caméra à cause de la qualité de connexion. Je vais essayer de l'ouvrir de temps en temps, mais bon, c'est la raison pour laquelle je l'ai fermé. Avant de parler de ces questions, comme d'habitude, j'ai organisé un petit sondage que j'affiche à l'écran et je vous demande d'y répondre et on va essayer de le commenter à la fin avec M. Jacob. Donc, la question, elle est toute simple et je donne 4 choix pour être le plus exhaustif possible. Donc, la question, qui est derrière la propagande contre l'Algérie? Est-ce que c'est principalement Israël, bien sûr, avec l'aide de la France et du Merzen, ou plutôt c'est principalement la France, ou plutôt c'est principalement le Merzen, ou bien c'est tous les trois? Il n'y a aucun principe dans cette affaire. Monsieur Cohen, pour passer à la deuxième question, qui est de l'ordre du pourquoi l'Algérie, elle est ciblée d'après vous. Je veux faire passer une autre vidéo Oui, d'un journaliste écrivain algérien qui s'appelle oui. Monsieur Mzali. On va l'écouter et on va essayer de commenter du pourquoi de pourquoi l'Algérie est cible de ces attaques. D'accord. Le pays est dans sa ligne de mire. Bien sûr que l'Algérie est plus le peuple algérien, la population algérienne est consciente de ce phénomène. Je n'ai pas l'impression qu'ils ne vont pas aussi profondément que moi. Officiellement, les jeunes Algériens sont exposés justement à ce genre de séduction par le sionisme, souvent par l'argent. Sur le maillon faible pour attaquer un pays, l'écrivain affirme que notre pays. Est-ce que le peuple algérien, la population algérienne est consciente de ce phénomène? Je n'ai pas l'impression, parce que dans les écoles, de quoi on leur. Et ils leur apprennent comme ça superficiellement que la Palestine avait été conquise. Les Algériens, les jeunes Algériens, sont exposés justement à ce genre de séduction par ça existe. Mais le sionisme, c'est-à-dire Israël, pour ne pas le nommer, ce pays-là, je me demande maintenant avec le commencement, les Israéliens menacent l'Algérie parce qu'ils la savent capable de répondre coup par coup, n'est-ce pas, pour rétablir. Donc, Monsieur Cohen, je ne sais pas si vous l'avez bien entendu, il dit plusieurs choses. Il dit premièrement que l'Algérie est cible du sionisme. Il dit aussi que elle est cible parce que l'Algérie, c'est un pays qui peut répondre au coup par coup. Et aussi, dans ce sens-là, je voudrais entendre votre point de vue. Pourquoi l'Algérie, elle est cible d'Israël? Aux années 50, et dès les années 50, l'impérialisme occidental s'est rendu compte que l'État d'Israël est un allié indispensable. Et je vous rappelle qu'en 1956, pour donner une leçon à Gamal Abdel Nasser, qui avait osé nationaliser le canal de Suez, la France
la Grande-Bretagne et Israël ont mené une action commune contre l'Égypte, une action militaire. Et le régime sioniste, à l'époque, avait déjà conquis le Sinaï. Et c'est sous la pression américaine qu'Israël s'est retiré du Sinaï. Donc déjà à l'époque, dès les années 50, pas les États-Unis. Les États-Unis viendront à partir des années 60, après l'assassinat de Kennedy. Parce que Kennedy, contrairement, enfin peut-être on ne le sait pas, mais c'était quelqu'un qui s'opposait à une forme, d'abord à la puissance nucléaire d'Israël et à son impérialisme. Et donc, c'est à partir, et d'ailleurs, c'est à partir de 67 que les États-Unis vont commencer à armer Israël. Et donc, les puissances coloniales comme la France et l'Angleterre avaient vu l'utilité de cet État pour combattre le nationalisme arabe naissant. Et Israël, dès les années 50 et 60, avait mené des actions d'espionnage très, très pointues, notamment par exemple en Égypte. Et c'est ce qui a permis la victoire de juin 67. Ils avaient introduit un espion très haut placé qui avait créé un centre hippique réservé aux dirigeants égyptiens. En Syrie, il y avait un espion qui s'appelait Eli Cohen. Mais en même temps, cet espionnage, c'est aussi pour déstabiliser le pays, c'est-à-dire pour connaître, photographier les gens, connaître leurs faiblesses, faire des dossiers sur eux, etc., et éventuellement les faire chanter. Moi, je suis certain que si l'autorité palestinienne, en tout cas la plupart des dirigeants, collaborent avec le régime sioniste, c'est parce que les services secrets israéliens ont certainement des dossiers sur la plupart d'entre eux. Et donc, ils les font chanter. Et donc, la politique d'infiltration, de déstabilisation a commencé dès les années 50. Par exemple, au Maroc, dès les années 50, la déstabilisation du Maroc a commencé avec le fait de faire partir les Juifs du Maroc en Israël. Et d'ailleurs, le Mossad a réussi magnifiquement avec l'aide de Hassan II à partir de 1961. Mais déjà, le Mossad s'est installé au Maroc dès les années 50 et 60 pour infiltrer, pour influencer et éventuellement pour déstabiliser. Vous savez, le Maroc n'est pas à l'abri. Il y a certains Marocains, je citerai par exemple Ahmed Ouahman, qui avait publié une carte du Maroc divisée en 5 régions. C'est-à-dire que dans l'optique du Mossad, on pourrait un jour diviser le Maroc en 5 régions, s'il commence un peu, s'il fait trop le malin. Donc, ce n'est pas nouveau pour l'Algérie. Je suis sûr et certain, par exemple, moi j'ai assisté à une réunion dès le début des années 2000 à Paris, au sein de la franc-maçonnerie juive mondiale, qui s'appelle le Bnei Brit, où ils avaient reçu une association de Kabyles, algériens, et on leur a proposé l'aide d'Israël, etc. Donc, dès le début, donc il y a une vingtaine d'années. Ça, c'est une forme de déstabilisation. Vous savez qu'il y a des leaders du Kabyle qui sont financés, aidés, etc., par Israël. Donc, c'est pas nouveau. Ça a toujours existé et je pense que cela ne cessera pas, d'autant plus. Aujourd'hui, c'est encore plus évident que le Maroc est devenu un allié stratégique et une sorte comment dire, de partenaire qui est aux frontières de l'Algérie. Donc, ça rend plus facile les politiques d'infiltration, de renseignement, de déstabilisation. Probablement, il y a des centres d'écoute, de piratage, de parasitage. Donc, il est probable qu'on a dépassé, on a atteint des niveaux que le commun des mortels comme nous, auxquels on n'a pas accès. Mais je suis sûr qu'il y a des choses qui sont très, très importantes qui se déroulent actuellement à partir du Maroc.
Monsieur Cohen, avant de passer à la prochaine question, il y a une autre vidéo de vous-même. Il y a une autre vidéo de vous-même que je voudrais passer et qui parle comment les sionistes manipulent les berbéristes ou bien les maquistes, comme on les appelle en Algérie. Et je voulais utiliser cette vidéo parce que on voit comment le Mossad, il utilise les berbéristes, il utilise les Marocains de la même manière. Et après, je vais vous poser la question. D'accord. Que j'ai en tête. Les Berbères, mais bon, on dit les Amadiques ou les Berbères. Bon, moi j'ai toujours appris à dire les Berbères. Je suis désolé si ça. Mais enfin bon. Donc qu'ils le veuillent ou non, ils sont entrés dans une combinaison mondiale. Ils sont entrés dans un jeu de force internationale. Il faut faire, et je vais les citer, c'est le Mossad. En premier lieu, le Mossad, c'est l'homme français qui a intérêt à semer le trouble, la discorde et la division. Et ça, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a presque une douzaine d'années. À l'époque, je vais à Facebook, je faisais pas de conférences et j'avais l'habitude de me dans les réunions du Bnei Brit, par exemple. Le Bnei Brit, c'est la franc-maçonnerie juive mondiale. Et j'ai assisté à la réunion suivante. Comment je suis allé, mais je suis arrivé. C'était la loge Ben Gurion à la mairie du 16e arrondissement. Et cette loge avait invité des berbères d'Algérie. J'étais assis quelque part comme ça, tranquille, j'observais. Et il y avait presque une centaine de personnes. Ce sont tous des juifs sionistes. Et là, ils ont commencé à leur dire oui, c'est bien, vous menez un bon... Ils les caressaient dans le sens du poil. Et petit à petit, ils les ont amenés moi on fait des juifs qui se battaient et des israéliens qui se battaient, qui sont battus pour sauvegarder leur identité et qu'ils allaient leur apporter leur aide, etc. Et c'est là, c'est la première où j'ai pris conscience que les organisations judéo-sionistes s'intéressaient aux problèmes berbères. Il est vrai ici aux berbères, juste qu'ils prennent conscience, voilà, de ce fait. Mais ayez juste à l'esprit qu'il y a des formes, c'est-à-dire il y a des agents du Mossad qui vont voir des Amadiques, qui vont leur dire vos grands-parents disent vous pouvez avoir une bourse pour Israël, en fait vous vous appelez pas je sais pas quoi, ça marche pour certains. Petit à petit, ils sèment le trouble. Et certains Amadiques, certains berbères trouver un appui, pensent trouver, comment dire, une voie de sortie d'une exploitation ou d'un colonialisme. Là-bas où je voudrais juste, comment dire, j'ai pas du tout à vous dire comment il faut faire. Enfin, c'est pas mon rôle. Voilà, mon rôle, c'est
moi qui ai un peu d'expérience, qui ai une petite vision, je peux vous éclairer sur les dessous des cartes. Voilà, sur les tenants et les aboutissants. Ne vous faites jamais d'illusions sur le Mossad et sur les sionistes. Ils détestent les berbères, ils détestent les musulmans, ils méprisent les Arabes, les berbères et tous ces peuples du tiers-monde. Donc, ne vous pas dire, les sionistes vous mèneront par le bout du nez. Je pense que nous avons vous savez, le but du sionisme. La question, Jacob, je pense que vous avez été très clair dans cette vidéo, mais la question, est-ce qu'on peut dire aux Algériens que c'est la même stratégie qui est utilisée avec les Marocains, bien sûr, avec l'aide du Merzan, pour attaquer l'Algérie et ne pas apparaître et créer la discorde entre les Algériens et les Marocains, bien sûr, avec l'aide du Merzan. Est-ce que c'est la même stratégie? Oui, et d'ailleurs, vous savez, ce qui est pathétique, presque comique, c'est que pendant des années, le Mossad a utilisé les mêmes méthodes des Amazighs contre les Marocains, c'est-à-dire contre les Marocains. Entendons-nous. Vous savez, il y a 2-3 ans, j'ai publié un roman au Maroc qui s'appelle Memba sur Tinrir, où j'expliquais sous forme romanesque comment les services sionistes, le Mossad, l'agence juive, etc., se sont infiltrés dans les zones amaziques du Maroc pour les influencer, pour les attirer, pour les reconvertir au judaïsme, etc., et pour susciter un sentiment de séparatisme. Donc, c'est pour ça que je dis méfiez-vous du Mossad et des sionistes. Ils n'aiment personne. Et les Marocains, malheureusement, se laissent piéger parce qu'ils pensent que c'est le rallier contre l'Algérie. Mais en fait, le Mossad, il utilise les mêmes méthodes en les adaptant contre tous les pays arabes. Parce que pour lui, pour Israël, tous les pays arabes sont ses ennemis. Parfois, il fait la paix avec l'un d'eux, très bien, mais cela n'empêche pas que le moment venu, il développera les moyens de lui mettre des bâtons dans les roues et même de le mettre à terre. Donc en fait, il n'y a pas d'alliés, on ne peut pas faire confiance à ce système. Ces méthodes, tout à l'heure j'ai dit que ces méthodes ont été utilisées depuis les années 50, 1950. Donc rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, on a l'impression de découvrir tout ça grâce ou à cause de l'alliance stratégique, militaire, qui a pris des proportions énormes entre le Maroc et Israël. Et donc, on se rend compte que finalement, c'est vrai que ça donne une position très importante au service de renseignement israélien, parce qu'ils disposent quasiment ouvertement, ils disposent de bases sur les zones frontalières. Donc, ils peuvent construire des centrales d'écoute, d'infiltration, de piratage, de parasitage, etc. Et donc, en fait, ce sont ces méthodes qui ont été, enfin, je veux dire, c'est la technique, c'est la pratique du Mossad depuis qu'il existe envers tous les pays arabes, qu'ils soient alliés ou pas. Merci Jacob. Et cela m'amène à vous poser la question suivante. Il y a des Marocains et d'autres Algériens qui sont naïfs, qui sont indulgents, qui disent mais le roi marocain a tendu la main. Il a dit il a tendu la main aux Algériens et c'est les Algériens qui refusent.
Et ce discours, on l'entend aussi propagé même par les sionistes. Le Maroc, c'est un pays qui tend la main à l'Algérie, c'est l'Algérie qui accuse, qui attaque. Qu'est-ce que vous avez à dire Oui. par rapport à ça? Vous savez, jeudi dernier, j'ai fait une vidéo avec un site où on parlait des relations entre le Maroc et l'Algérie. Et justement, on m'a posé la question, et j'avais dit que c'est la propagande pure et simple. C'est-à-dire que, vous savez, et j'ai rappelé que le régime sioniste, dès 1948, évidemment, les jeunes ne connaissent pas ça, mais moi, je me souviens, et à l'époque, ça faisait de l'effet, parce que tous les dirigeants sionistes, à partir de 1948, disaient « Nous sommes prêts à faire la paix avec les Arabes, nous sommes prêts à rencontrer les Arabes n'importe où, n'importe quand, sans condition, etc. » Oui, mais enfin, je veux dire, on ne peut pas lancer des appels comme ça sans qu'il n'y ait rien de concret. Je veux dire, les Arabes refusaient bien sûr décliner cette invitation parce que il faut savoir sur quelle base on va les rencontrer. Si c'est sur le retour des réfugiés de Palestine, la création d'un État palestinien, on veut bien. Mais si c'est juste pour se rencontrer pour rien, justement, qui c'est qui va sortir gagnant? Et donc, l'appel du roi marocain, il est vide de sens. C'est juste pour montrer au monde, montrer à son propre peuple, regardez, nous voulons la paix. Mais enfin, quand on tend la main, il faut l'accompagner de choses concrètes. Comment le Maroc peut tendre la main à un pays frère, voisin, sans lui dire sur quelle base on va se rencontrer? Est-ce qu'on a des conflits territoriaux? Est-ce qu'il est normal qu'un pays arabe comme le Maroc entre dans une alliance stratégique contre un voisin arabe et accepte accepte implicitement l'annexion du Golan, l'annexion d'Al-Quds et la colonisation en Cisjordanie, même si le Maroc dit des choses comme ça verbalement. Mais en fait, le régime marocain accepte tout ce qui vient d'Israël. Donc cet appel est vraiment, il est vide de sens. Et justement, le régime sioniste dit voilà le Maroc, mais c'est un jeu de dupes. Voilà, c'est un jeu de dupes qui ne rime à rien. Enfin voilà, c'est vide de sens. C'est juste pour la propagande. C'est juste pour dire, voilà, nous avons tendu la main. Mais qu'est-ce que vous avez dit de concret? Est-ce qu'un pays qui est l'allié de l'ennemi sioniste, l'ennemi du monde arabe qui opprime les Palestiniens, est-ce qu'on ne lance pas des propositions concrètes pour lutter justement pour la libération des terres arabes, pour la libération d'Al-Quds, pour l'indépendance de la Palestine? Excellent. Et je retiens surtout que c'est déjà la méthode des sionistes depuis tout le temps de dire on tend la main, et c'est la même méthode qui est utilisée par le roi MC. Absolument. Tout à fait. Une question maintenant qui est destinée un peu, j'espère que c'est les Marocains qui vont l'écouter. D'après vous, est-ce que l'Algérie a intérêt ou objectif d'un conflit avec le Maroc? Est-ce que vous pensez qu'il cherche un conflit avec le Maroc? Bon, je ne crois pas. C'est-à-dire, des deux États, je suis obligé de dire que l'Algérie n'a aucun conflit fondamental avec le Maroc. C'est-à-dire, l'Algérie n'a aucune contestation territoriale. Bien sûr, il y a le Sahara occidental. L'Algérie abrite le Polisario. Bon, mais ça, c'est tout à fait naturel et s'oppose à la mainmise du Maroc sur le Sahara occidental.
Moi, je pense que l'Algérie n'a aucun intérêt à se lancer dans un conflit armé global, parce que l'Algérie est un pays qui se tourne vers le développement, vers l'amélioration des conditions de vie, vers l'exportation de son énergie, etc. Et donc, si l'Algérie, depuis un an, s'est mise à moderniser son armée, à passer des contrats avec la Russie, c'est parce que c'est pour répondre à l'alliance maroco-israélienne militaire qui se développe à une vitesse extraordinaire. Donc, l'Algérie doit se préparer à un conflit éventuel. C'est très difficile de faire des projections dans ce domaine. Mais il est clair que les germes d'un conflit tendent à se développer, à prendre de l'importance, à devenir plus aigus. Et donc, je ne sais pas, est-ce que le Maroc pourrait se sentir… À mon avis, aucun des deux pays n'a intérêt à se lancer vraiment dans une guerre dont il ne sortirait pas gagnant. Je ne vois pas comment on peut sortir réellement gagnant, sauf une guerre d'usure qui serait terrible pour les deux États. Mais on ne sait jamais comment. Il pourrait y avoir une provocation, par exemple. Israël et l'Amérique pourraient être tentés de pousser, vous savez, comme ils ont poussé l'Ukraine, par exemple. L'Ukraine n'avait aucun intérêt à faire la guerre à la Russie. Donc, on a poussé l'Ukraine, qui a servi de proxy, ça veut dire, et sert les intérêts de l'Occident pour faire la guerre à la Russie. Il se pourrait, mais là, personne, enfin, moi, en tout cas, je ne parierai pas là-dessus, mais on ne sait jamais. Il se pourrait que le monde occidental, l'Amérique, l'axe américano-sioniste, arrive à convaincre le Maroc de se lancer dans une aventure militaire pour récupérer définitivement le Sahara occidental et imposer cette solution à son voisin algérien. C'est dans le domaine du possible, mais voilà, personne ne peut prédire une évolution pareille. Excellent, excellent. Monsieur Cohen, je voudrais revenir aux objectifs des sionistes d'attaquer l'Algérie. Je sais qu'ils sont nombreux, les objectifs, mais est-ce que vous pensez, parce que vous avez parlé tout à l'heure de développement, que l'Algérie, elle est concentrée sur le développement. Et comme vous le savez bien, l'Algérie projette de rentrer dans les BRICS, et ce qui va lui donner une immunité supplémentaire, un développement peut-être plus accéléré. Est-ce que vous pensez que c'est une des raisons qu'il y a une accélération de la tentative de déstabiliser l'Algérie? Oui, disons, moi je pencherais plus pour la déstabilisation de l'Algérie qu'un conflit militaire. C'est-à-dire, si on trouve le moyen, il n'y a pas que les infiltrations à partir du Maroc. Il y a, par exemple, probablement la question des contrats, des finances mondiales, des prêts, de sabotage, par exemple, des conduits, des gazoducs, etc. Il y a plusieurs, ou bien contre la monnaie ou contre les exportations. Il y a plusieurs manières. Vous savez, il y a quand même… Bon, c'est vrai que si l'Algérie s'allie aux BRICS, ça va lui donner une très grande force et une très grande protection, parce qu'elle peut s'appuyer sur la Russie et la Chine. Et on voit déjà que le monde occidental, il perd du terrain sur tous les plans, sur le plan militaire, sur le plan économique, financier, commercial, etc. Et donc l'Algérie, l'entrée aux BRICS sera vraiment très, très profitable sur tous les plans pour la stabilité et pour le renforcement de l'État algérien. Ça, c'est sûr et certain.
Euh, Merci Jacob, merci Jacob. Et là, je veux vous poser la question. Bon, on est à 40 minutes de discussion. On va prendre 2 questions des auditeurs et on va regarder les résultats du sondage. Mais je voudrais d'abord vous poser la principale question qui tourne dans ma tête depuis quelques mois déjà. Donc, on s'est mis d'accord que le principal agent de discorde, c'est l'État d'Israël, c'est l'État sioniste, c'est lui qui pousse à la confrontation. Bien sûr qu'il est aidé par-ci, par-là, par les États-Unis et la France, mais d'après vous, quelle est l'attitude que les Algériens doivent prendre? Et je ne parle pas de l'État algérien, parce que l'État algérien, son attitude, elle est claire. Il a coupé les relations avec le Maroc et il a dit on coupe les relations pour éviter la guerre. D'après vous, quelle devrait être l'attitude des Algériens en tant qu'individus, en tant qu'influenceurs, en tant que youtubeurs? Est-ce qu'on doit confronter le Makhzen, lui répondre, ou est-ce qu'on doit se concentrer à élever le niveau de conscience que le manipulateur et le plus grand gagnant de cette affaire, c'est bien Israël et l'État sioniste? Oui, moi je pense plutôt pour la dernière partie de votre phrase, c'est que il faut d'abord, on n'est pas toujours conscient des menées sionistes contre le monde arabe. Voilà, il faut toujours penser que dès sa création, l'entité sioniste a servi les intérêts de l'Occident. Voilà. Et donc, et on le voit d'ailleurs, enfin, regardez la Syrie, l'Irak, le harcèlement de l'Iran, etc. Enfin bon, les exemples sont nombreux. Et l'occupation du Liban, enfin, d'une partie du Liban pendant un moment. Et donc, finalement, il faut d'abord mettre en garde 2 choses. Que le régime sioniste a été créé et renforcé par l'Occident pour mener ce combat contre le développement du monde arabe. Si le monde arabe en est là 60 ans après les indépendances, c'est en grande partie à cause d'Israël. Rappelez-vous les guerres de 67, l'occupation du Golan, la destruction de la Libye, de la Syrie, etc. C'est en grande partie à cause d'Israël. Donc, le but d'Israël, c'est le chien de garde du capitalisme mondial de l'Occident. Donc, il faut prendre conscience que ce régime, il est renforcé pour servir de chien de garde aux ennemis du monde arabe. Et deuxièmement, que ce régime sioniste, j'ai fait une vidéo tout à l'heure qui est sur ma chaîne, qui s'appelle « L'impossible paix avec l'entité sioniste », c'est que ce régime sioniste, il ne peut pas faire une vraie paix avec le monde arabe. Toutes les paix qu'il a signées sont des paix, sont la Pax Israelana, ça veut dire ce sont des paix à ses conditions, il impose ses conditions. Regardez par exemple entre Israël et l'Égypte, ce n'est pas une vraie paix. Ça fait 60 ans, ça fait 40 ans qu'ils ont signé la paix, et c'est une paix froide. C'est-à-dire, il y a 2 jours, il y a un soldat égyptien qui a traversé la frontière et il a tué 3 soldats israéliens. C'est l'expression d'un ressentiment du peuple égyptien contre celui qui reste son ennemi. Donc, il faut mettre l'accent sur l'impossibilité, pour des raisons internes que je n'aurai pas le temps de développer ici, et pour l'idéologie sioniste, etc., de faire une vraie paix. Ça veut dire que ce régime s'intègre dans la région et abandonne ses visées expansionnistes et militaristes et messianiques. Ça parce que c'est le nouveau développement maintenant du régime sioniste, c'est le messianisme. Ça veut dire c'est la conquête de la mosquée Al-Aqsa pour construire le temple, etc., etc. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut mener les campagnes d'information vis-à-vis vers la jeunesse algérienne, vers tous les Algériens. Ça veut dire qu'on a un ennemi qui est redoutable, qui avance comme ceci, comme cela, etc., etc. Et c'est ce renforcement du front intérieur, c'est sur ce renforcement du front intérieur que le pays pourra se construire avec plus de sérénité. Voilà. Excellent. Donc nous avons affaire à un ennemi sournois
et qui fait implacable. toujours avancer et qui fait toujours avancer d'autres à la façade d'autres protagonistes pour que lui se protège et reste toujours caché. D'ailleurs, il y a une question à ce sujet. Oui. Donc, je vais commencer, je vais prendre deux, trois questions. Donc, un des auditeurs, il pose la question suivante. S'il te plaît, Hope, demande-lui comment il explique que les sionistes sont proches des nazis en Ukraine. Mais c'est parce que, en fait, c'est là où on voit qu'ils ne sont pas, comment dire, c'est pas l'idéologie qui importe pour eux, c'est pas l'antisémitisme, c'est c'est le cynisme de la raison d'État. C'est-à-dire que, regardez par exemple Bernard-Henri Lévy, il est juif, enfin il défend le judaïsme, il défend Israël, mais en même temps, il est l'allié des nazis en Ukraine. C'est là, et d'ailleurs, il a été dénoncé par un autre juif, un avocat célèbre qui s'appelle Klarsfeld, qui a dénoncé l'alliance entre Bernard-Henri Lévy et les nazis ukrainiens. Bon, c'est juste pour montrer que tous les racontards sur le nazisme, etc., c'est de la propagande pure et simple. C'est-à-dire, on agite ça quand ça nous arrange, mais lorsque ça nous arrange de faire autrement, on peut s'allier avec les nazis, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, ils s'entendent, le régime sioniste s'entend très bien avec. Il y a eu une réunion d'ailleurs il y a quelques mois de représentants du régiment Azov, ça veut dire néo-nazis, en Israël, et ça n'a posé aucun problème. Ça montre le cynisme de cette idéologie qui ne recule devant rien, ni morale, ni politique, ni histoire. Bon, une question, merci beaucoup Jacob, une question, je suis désolé de poser cette question, mais c'est juste pour vous donner l'opportunité de répondre à certaines, suggestions, pour utiliser un terme un peu léger. Quelqu'un me dit, vous affichez une politique anti-marocaine claire, sans équivoque. Comment que ça se fait que vous n'avez pas de problème avec le Maroc? D'ailleurs, je rajoute, est-ce que vous pouvez au Maroc? Oui. Ben écoutez, s'il n'y avait pas eu le Covid, j'aurais pu y aller. Bon, maintenant, ceci dit, il y a quand même, comment dire, je ne suis pas très apprécié, voilà. Il y a pas mal d'attaques contre moi dans les médias marocains. Une fois, par exemple, j'avais fait une vidéo avec un média algérien. Il y a un site, je crois, qui s'appelle Maroc Diplomatie ou quelque chose comme ça. Enfin, où on m'a traité de tous les noms. Ils me ont même dit que je n'étais ni juif ni marocain. Alors que, enfin bon, ça atteint des niveaux vraiment d'une bassesse inouïe. Pour vous donner un exemple, récemment, j'ai publié un livre qui s'appelle Nouvelles judéo-maghrébines. Bon, ce sont des chroniques, ce sont des petites histoires. Et j'étais surpris parce que j'ai contacté pas mal de médias marocains et pratiquement aucun n'a voulu en parler. Et là, je me suis dit probablement que ma mauvaise réputation a atteint un grand degré au Maroc. Bon, je n'ai pas eu l'occasion parce que ça fait 3 ans que je ne suis pas allé au Maroc à cause du Covid. Je ne sais pas si je retournerai, mais disons que ça ne va pas. Enfin, je veux dire, peut-être que ça fait 3 ans et demi que je ne suis pas allé. Et donc, avant, je n'étais pas tellement, comment dire, on ne m'avait pas souvent interrogé dans les médias algériens. Donc, j'étais anti-sioniste, mais je ne paraissais pas vraiment prendre le parti des Algériens. Maintenant, ces 2 dernières années, ça s'est pas mal répandu dans les médias marocains. Peut-être j'aurai quelques soucis, mais je ne crois pas qu'on ira jusqu'à des problèmes. Mais c'est sûr qu'il
il y a une forme de boycott, et je le dis, et j'ai des échos des médias, par exemple, comme Maroc Diplomatie, comme il y a un média dont j'ai oublié le nom, qui avait titré Jacob Cohen n'est ni juif ni algérien. Enfin, je veux dire, alors que je peux présenter mes papiers d'identité, je suis juif et je suis d'origine marocaine et j'ai vécu au Maroc pendant 33 ans. Donc, il n'y a pas. Mais c'est dire que il y a quand même des campagnes comme ça de dénigrement qui sont menées comment dire, par divers médias, mais j'ai pas encore. Si j'ai l'occasion de retourner, je vous dirai comment ça se passerait. Mais je ne crois pas que j'aurai des problèmes vraiment avec les autorités. Ça m'étonnerait quand même. Voilà. Je l'espère que vous pouvez toujours nous le dire, ce qui voudra dire que rien de mal ne s'est passé. En tout cas, je voulais vous poser cette question parce que, pour vous donner l'opportunité de répondre, parce que vous compreniez toujours qu'il y a une imagination un peu très fertile. L'essentiel. Une dernière question. Oui. Une dernière question qui me paraît aussi intéressante et qui dit l'antisionisme n'est-elle pas prise au piège dû au changement géopolitique et le changement d'un nouvel ordre mondial et je pense que la question réfère aussi aux accords de l'Arabie Saoudite avec l'Iran. Est-ce qu'elle n'est pas prise au piège? Alors, c'est sûr que Israël est intégré au monde occidental. C'est l'allié privilégié de l'Amérique et avec pas mal de pays européens. Mais en même temps, il faut reconnaître qu'Israël a d'excellentes relations avec la Chine, avec l'Inde, avec des pays comme l'Azerbaïdjan. Il a su quelques pays africains. Et Israël est un acteur majeur, est un acteur important dans la communauté internationale. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une puissance nucléaire, donc même si ce n'est pas officiel, mais une puissance nucléaire, on ne la traite pas de n'importe quel, comme on traite un pays normal. Voilà. Et on connaît que c'est un État voyou, donc ils sont capables de tout. Et donc, ils sont chatouilleux et on n'a pas intérêt à les provoquer trop. D'ailleurs, par exemple, regardez la Russie quand même, deuxième puissance mondiale, ou peut-être même première sur certains plans. Eh bien, on lui a imposé des sanctions. Et Israël, aucun pays n'ose même pas prononcer le mot de sanctions. Non pas les voter, non pas les appliquer, mais aucun pays ne dit attention, peut-être qu'on peut sanctionner Israël. Pas du tout. C'est dire que c'est un État qui fait peur par certains côtés, c'est-à-dire il a des services secrets qui sont capables. Vous savez que les services israéliens ont assassiné des dizaines. Par exemple, en 1967, il y avait un navire espion américain qui circulait en Méditerranée et les Israéliens l'ont bombardé. Ils ont tué 42 militaires, 42 agents qui étaient sur ce bateau, d'écoute, pas militaire, juste d'écoute, d'espionnage. Et sans l'arrivée d'un navire russe, soviétique à l'époque, ils voulaient couler le navire et faire prendre la responsabilité aux Égyptiens. Par exemple, en affaire d'espionnage, le plus grand espion qui a espionné l'Amérique, c'est un espion juif qui a été condamné à 30 années de prison. Le nom m'échappe maintenant. Ça veut dire en fait, c'est un pays c'est un État qui fait peur. C'est-à-dire, qui fait peur. En fait, c'est un pays qui a des agents secrets qui sont capables, on sait qu'ils sont capables d'assassiner de sang-froid n'importe qui. Ils s'en fichent pas mal. Je veux dire, par exemple, ils ont assassiné à Paris, par exemple, un leader palestinien, dans les années 80, mais qui était venu pacifiquement. C'est un homme politique.
et les services secrets français étaient vraiment, parce qu'ils étaient sous leur protection. Et bon, voilà, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Voilà, c'est en fait, c'est un État qui a réussi à s'imposer par sa puissance militaire, son service de renseignement, ses avancées technologiques, ce qui fait qu'il a des relations assez profondes avec les grands pays, comme pas seulement en Occident, mais comme j'ai dit, avec l'Inde, la Chine, l'Azerbaïdjan, etc. Et donc, si le camp occidental baisse par rapport aux BRICS, je pense qu'Israël pourra tirer son épingle du jeu en devenant un partenaire, disons, peut-être pas un membre des BRICS, mais un partenaire, disons, convenable. Voilà. C'est-à-dire un partenaire obligé. Vous savez ce qu'un partenaire obligé, ça veut dire c'est quelqu'un dont on ne peut pas se passer facilement. Voilà. Merci, merci Jacob. En tout cas, bon, vous dites que c'est un État redoutable. Je ne suis pas vraiment d'accord dans le sens où peut-être jusqu'à un certain temps c'était le cas, mais les dernières années, et ça s'accélère davantage, je pense qu'il est en train de… Parce qu'avec le déclin des États-Unis, qui était son appui principal, la montée de la Chine et de la Russie, je pense que les données sont en train de changer. Je risque de me tromper, mais pourquoi je souligne ça? J'ai eu une discussion avec un professeur, j'ai fait un live, je vous invite à regarder ce live, je vais vous l'envoyer après. Oui, d'accord. Oui. Où il démantle, c'est un professeur, c'est un docteur d'État en sciences politiques, où il démêle le mythe de la puissance israélienne, même dans le domaine technologique, où il dit que c'est ce qu'il maîtrise comme technologie est maîtrisé par la plupart des autres États. Par contre, il reconnaît que leur puissance, elle est surtout médiatique dans la propagande, ça il le reconnaît, mais même sur le plan d'unité interne, il dit que l'État d'Israël ou bien la cohésion sociale en Israël, elle est très très faible, la plupart des Israéliens sont prêts à s'enfuir d'Israël. Donc ça reste relatif, ou du moins ça peut-être ça commence à changer avec la montée d'un deuxième pôle et de la force israélienne. Bon, ça peut être un débat. C'est un sujet intéressant. Allez-y, si vous voulez commenter, monsieur. Non, c'est-à-dire, absolument. Vous savez, donc j'affiche à l'écran le résultat du. D'accord. Allez-y. Ok. Pourquoi Israël ne voudra jamais faire la paix? Parce qu'on peut se poser la question. Et d'ailleurs, voilà un des arguments de propagande que malheureusement le monde arabe n'utilise pas véritablement. Israël refuse toute solution de paix, de vraie paix. Par exemple, si vous voulez, emmerder les Israéliens, vous leur dites on va convoquer une conférence internationale, on va discuter, on va trouver une solution. Ça, c'est la hantise des Israéliens. Pourquoi ils ne veulent pas faire la paix? La vraie. Alors qu'on peut tout leur donner, tout ce qu'ils veulent. Enfin, je veux dire, du point de vue des relations, etc., bon, les garanties, tout. Parce que faire la paix, il n'y a plus de sionisme en Israël. Pourquoi? Parce que Israël est constitué de 5 ou 6 communautés antagonistes. Il y a les religieux, les laïcs, les Russes, les Marocains, les Arabes, qui se détestent à un point qu'on ne peut pas imaginer. Il y a une séparation des Arabes et chaque communauté vit séparément. S'il y a la paix, vous savez, par exemple, en Israël, il y a un système scolaire séparé. C'est l'apartheid scolaire. Il y a un système scolaire arabe et un système scolaire juif. S'il y a la paix, les Juifs et les Arabes, ils vont se mélanger dans un même système scolaire. Ça veut dire que le pays va perdre son identité juive. Le sionisme est une idéologie raciste qui vit de l'apartheid. C'est ça il faut vraiment mettre l'accent là-dessus.
s'il y a la paix, ça veut dire que le système perd son côté militariste, son côté unitaire, son côté obsessionnel de la sécurité. C'est pour ça que les Israéliens ne feront jamais la vraie paix. Ça veut dire pas qu'on se désarme, mais qu'on vit pacifiquement, en se mélangeant, en faisant plus d'apartheid, que les Juifs et les Arabes. Vous savez, en Israël, il y a 20 à 27% d'Arabes, et je vous assure, dans ce pays, on n'a pas l'impression qu'il y a 20 à 27% d'Arabes. C'est-à-dire que les Arabes sont invisibles. On les a invisibilisés. Et donc, on les a parqués dans des villes insalubres, et finalement, on a une illusion de démocratie. C'est ça que, moi, c'est ça que je voudrais, c'est que on apprenne à analyser le système sioniste et à le déconstruire et à donner la vraie image de ce système. Absolument. Mais il est vrai, sauf que s'il y a des problèmes internes, il ne faut pas qu'il y ait un danger extérieur. Par exemple, il y a une semaine, il y avait vraiment une division du peuple sur la, comment dire, sur la Cour suprême, etc. Mais il a suffi que le gouvernement crée un conflit avec la bande de Gaza pour que l'unité se refasse. Voilà, c'est. Merci, merci. Je voulais vous interrompre au moment où vous avez dit déconstruire Israël, et c'est vraiment sur ça que je veux m'arrêter, parce que il y avait un commentaire aussi intéressant qui disait que la seule force d'Israël, pour le moment, du moins actuellement, c'est leur capacité de propagande. Et vraiment, je pense que c'est sur ça qu'il faut travailler, c'est de démanteler le mythe de puissance d'Israël. Voilà. En tout cas, c'est un autre affiché. J'ai affiché à l'écran, M. Cohen, les résultats du sondage. Et il y a eu 86 votes quand j'ai pris cette. Il y a eu 86 votes quand j'ai pris cette image. Maintenant, nous sommes à 120 votes, mais les proportions n'ont pas tellement changé. Sincèrement, je suis content de ce résultat, parce que le but, c'est qu'il y ait une prise de conscience que ceux qui sont derrière la propagande, c'est principalement l'État d'Israël. Bien sûr que les autres, ils y sont. Donc voilà, les résultats, c'est 47% Israël, 15% la France, 13% le Merzen, et il y a une proportion de 26% qui disent que c'est les trois États, qu'il n'y a aucun principal en particulier. Je vous donne l'opportunité de commenter ce résultat, M. Cohen. Bon, ben, il place quand même la responsabilité principale, parce que la responsabilité principale, c'est bien Israël quand même. Voilà, je veux dire, la France et le Marzen sont quasiment, disons, suivent pour diverses raisons, bon, sur lesquelles je ne vais pas revenir, mais voilà, c'est vrai que c'est Israël le centre le centre du complot, voilà. Merci beaucoup. Et donc, je finis, mesdames et messieurs, avec partager la chaîne d'un jeune Algérien que je vous demande de vous y abonner à sa chaîne. C'est un jeune, il est apparemment adolescent, il fait des choses vidéo, et on va finir sur ça. Donc, attendez 30 secondes seulement. Donc, il s'appelle Imad, et je trouve qu'il a un niveau de conscience, une maturité politique extraordinaire. Donc, je vais faire passer cette chanson en boucle, et merci beaucoup. Et je reste à votre disposition si vous voulez discuter de n'importe quel sujet.
يضربوا هبهب لا بين الضلا هو يضرب اصحابي تعشق في معرفتك بزوجونية كي هو كيفي يا انت يا دويا وهو رايح في الفاضي يضربوا هبهب لا الفضلة هو يضرب اصحابي تعشق في معرفتك بزوجونية كيفي يا انت يا دويا وهو عدوتي رايح في الفاضي يضربوا هبهب لا هو يبنية كي هو كيفي يا انت يا يضربوا هبهب لا احنا الشعب اللي تمشى بالحفاظ عالشوق عجلي وعلى النار بن بولعيد واسمه مصطفى علي لابوانت وبدي عمر القصبة ما زالها واقفة وما زالوا عساس الدار ما زالها سعلة السقيفة وما زالها حرمة الجار أنا يا بلادي راني عارف هما ما كانوش عارفين دهشوا نهار علي ما توقف احنا عادتنا نموت واقفين نموت على النيف والشرف نموت على الوطن والدين علمنا بلا ريح يرفرف احنا هما الجزائريين أنا يا بلادي على بالي هما ما كانوش فاهمين حبوا يديو البلاد ديالي حسبونا ماناش قادرين فكتهم حسيبة بن بوعلي الجميلة تونسى الأخرين من حقك يا الجزائر تولولي ولدي نساو رجال حرين أنا يا بلادي سمحيلي ما قدرتش نذكرهم كاملين واش نذكر واش نخلي شهداء رواحهم طاهرين مازالهم في قلبي وفي بالي ربي يرحمهم أجمعين والقصبة مازالها ديالي وسط الدار والعرس واقفين معليش يا القصبة وريلهم قرصان رياس وساطيل على عروج وخير الدين احكي لهم وفهم الناس اللي جاهلين باللي الجزائر ماهيش ليهم ولادها مازالهم عايشين في وسط الناس كيفاش تعرفهم في الشدة ديما متحدين باللي الجزائر ماشي ديالهم ولادها مازالهم عايشين في وسط الناس كيفاش تعرفهم في الشدة ديما متحدين